Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. C'est la 4e porte de bar que le vieux Freddy pousse. Et personne ne lui a encore offert un verre, ni même simplement adressé la parole. Pourtant, on est vendredi, c'est jour de paye. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être aussi radins? Le jeune homme qui vient d'entrer balaie la salle du regard de droite à gauche et de gauche à droite, lentement, avant de venir s'installer sur le tabouret juste à côté de lui. Ce bar va me porter chance, pense Freddy. Je parierais qu'il y a quelque chose à tirer de ce gars-là. C'est ma tournée, lance le jeune homme à l'intention de Freddy. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? C'est que j'allais partir, hein. Et je dis pas, hein, un petit whisky pour la route, ça peut que me faire du bien, hein. Et puis c'est si gentiment proposé que je vois pas vraiment comment je pourrais refuser. Le jeune homme porte un jean tout neuf, une veste de sport et un col roulé. Il a une petite moustache et sa tignasse blonde n'a pas vu le coiffeur depuis très longtemps. Freddy remarque la superbe montre du jeune homme, le portefeuille en croco qu'il a sorti de la poche intérieure de sa veste et le billet de $20 qu'il a posé sur le comptoir. Freddy s'en voudrait de laisser filer ce type alors qu'il sent qu'il pourrait devenir copain. Oui, enfin, encore faut-il qu'il parvienne à l'intéresser sans bourse déliée. Vous me croirez peut-être pas, monsieur, mais dans le temps, j'étais sur les planches, oui. J'avais des admirateurs et surtout des admiratrices. Vraiment? Fait le jeune homme. Oui. Freddy descend de son tabouret et esquisse une révérence comme lorsqu'il saluait le public à la fin de son spectacle. Magie, prestidigitation. Oui, on m'appelait Mundo le Magnifique. Ah, bah dites donc, vous étiez quelqu'un alors? Un artiste, hein? Vous étiez un artiste? Oui. Freddy se rassoit sur son tabouret et contemple son verre vide. Oui, j'étais un artiste. Hélas, les temps ont changé, hein. Les gens n'apprécient plus ce genre de divertissement, voyez. Le jeune homme acquiesce gravement et commande un autre whisky pour Freddy. Puis, en souriant, il dit « Figurez-vous, monsieur, que moi aussi, je suis magicien à mes heures. Non, mais pas un professionnel comme vous, bien sûr, mais j'ai appris quelques tours pour amuser mes amis. Mais j'y pense. Vous pourriez peut-être me donner quelques conseils pour améliorer ma technique. »« Oui, oh, ma main droite, » dit Freddy en la posant à plat sur le comptoir, côté paume. « Il lui avait un accident. Oh, ça remonte à loin, mais, voyez, j'ai perdu ma dextérité d'autrefois. » « Oh, ça n'est pas grave, monsieur. Vous pourrez quand même me montrer comment il faut faire et... Bien entendu, je vous remercierai du service que vous me rendez. » Freddy engloutit le fond de whisky qui lui reste, puis réfléchit en fixant son verre vide. « Oui, peut-être que je pourrais vous montrer quelques-uns des tours les plus faciles, quoi. » Le jeune homme jette un regard à sa montre.
Oh, écoutez, je suis désolé, mais il faut absolument que j'aille à un rendez-vous. J'en ai pour 3/4 d'heure à tout casser. Mais ensuite, je suis libre, je peux repasser et vous emmener chez moi pour la soirée. D'accord, dit Freddy. Le jeune homme fait signe au barman. Un autre whisky pour mon collègue, s'il vous plaît, et une bouteille de bourbon à emporter. Et il règle le tout. Vieux Freddy a du mal à croire que les choses tournent si bien. Peut-être que la malchance qui s'est acharnée contre lui durant les dernières semaines touche à sa fin. Quand le barman apporte le whisky et la bouteille de bourbon, Freddy veut la saisir. « Non, non, pas maintenant !» dit le jeune homme qui cale la bouteille sous son bras. « Tout à l'heure, je repasse vous prendre, hein. Tenez, voilà 5 $ pour étancher votre soif. Mais surtout, attendez-moi. Hein. »« Oh, ça c'est promis, juré, monsieur !» dit Freddy en levant le bras. Après le départ du jeune homme, Freddy ramasse les billets et les range soigneusement dans une poche de sa veste. Puis, son verre à la main, il se dirige vers une petite table à l'extrémité de la salle. Il s'assoit, jette un coup d'œil à la pendule. 10 heures. Alors, il commence à lentement, très lentement, siroter son whisky. Deux choses l'une. Soit ce Blanc-bec revient et j'aurai une pleine bouteille pour m'occuper, soit il manque à sa promesse et les 5 $ qu'il m'a laissés pourront servir à acheter quelques bières et éventuellement à m'assurer un casse-croûte pour ce soir. Au bout d'un moment, Freddy sort quelques pièces de sa poche, les cache entre ses doigts raides, les fait apparaître, les fait disparaître, puis les cueille à nouveau dans l'air. Oui, c'est l'un des rares tours qu'il réussit encore à la perfection. Sa main abîmée n'a plus la moindre habileté pour les exécuter, mais il a l'impression qu'il pourra faire illusion, au moins pour un soir. Et s'il revenait pas, ce Blanc-bec, hein? Il est 10h40. Il aurait pu être là quelques minutes à l'avance. Ouais, si ça se trouve, il m'a posé un lapin, mais... Ah non, allez, je bois toujours du noir pour rien. C'est un gentil jeune homme à tous les coups. C'est un courtier en assurance et il voit ses clients le soir quand ils sont rentrés de leur travail. Il va pas tarder. Sûrement qu'il est pris dans les embouteillages de sortie des spectacles. Il y a vraiment aucune raison qu'il tienne pas sa promesse. Je suis sûr qu'il va revenir. Quand les aiguilles de la pendule marquent 10h50, Freddy tente une dernière fois de tirer quelques gouttes de whisky de son verre depuis longtemps vide. Il se lève, va au lavabo, puis quitte le bar. Dehors, un petit vent printanier rafraîchit l'atmosphère lourde qui règne avant que l'orage éclate. Freddy décide d'accorder encore quelques minutes d'attente au jeune homme et s'assoit sur le bord d'un bac à fleurs. Il fixe le bout de la rue en sens unique. Mais enfin, ce qui va arriver, ou est-ce que je me suis fait blouser par ce petit prétentieux? Soudain, un coup de klaxon le tire de ses pensées. Il tourne la tête. « Eh oh !» l'appelle le jeune homme à travers la fenêtre de sa voiture. « Vous montez ?» Freddy se dirige vers la voiture, un sourire aux lèvres, et d'une démarche allègre malgré les whisky qu'il a engloutis. Le jeune homme est enfin de retour. Que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Un soir, dans un bar, Freddy, un ancien prestidigitateur, a fait la connaissance d'un jeune homme. Celui-ci aimerait que Freddy l'aide à acquérir la même adresse que lui pour faire des tours de magie auprès de ses amis. Il lui a donc proposé, après lui avoir amplement rincé le gosier, de repasser un peu plus tard, une fois qu'il aurait réglé une affaire urgente. Le jeune homme l'emmènerait chez lui où ils termineraient tous deux la soirée. Freddy monte dans la voiture du jeune homme qui est enfin de retour.
Désolé, mon vieux, mais ça a été plus dur que je le pensais. Et c'est pas fini, il va falloir que j'y retourne. Tenez. Le jeune homme attrape sur la banquette arrière la bouteille de bourbon achetée tout à l'heure. Sans perdre de temps, Freddy dévisse le bouchon et engloutit 3 bonnes rasades de sa boisson préférée. « Je voulais pas vous faire attendre, » continue le jeune homme. « Une promesse est une promesse. »« Oui, » martèle Freddy. « Une promesse, c'est une promesse. » Et il soulève à nouveau la bouteille de bourbon. « La seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est vous conduire chez moi et vous laisser seul un moment devant la télé, parce que, vraiment, il faut que je retourne voir mon client. Je peux pas faire autrement, vous comprenez? »« Ah, mais oui, je comprends. D'accord, d'accord. » 10 minutes plus tard, le jeune homme se gare le long d'un trottoir. « Vous venez, monsieur? Mon appartement est juste à 100 de mètres d'ici. Dites, vous croyez que vous allez réussir à tenir sur vos pieds? » « Ah, ben oui, bien sûr. Ayez pas peur. » Freddy ouvre la portière et, à la seconde tentative, il parvient à s'extirper de la voiture et à se mettre debout. Il enfourne la bouteille dans la poche intérieure de son pardessus et emboîte le pas du jeune homme. « Vous ne faites pas de soucis, je suis frais comme un gamin gardon. » Dans sa candeur naïve, Freddy pensait que le jeune homme habitait un quartier chic, alors qu'en fait, ils ne sont qu'à 500 mètres à peine de ce qu'il est convenu d'appeler la zone, et que son logement à lui n'est qu'un pâté de maisons de là. Bientôt, le jeune homme s'arrête, et ils pénètrent tous deux sous un porche. Ils longent un mur couvert d'innombrables boîtes aux lettres en fer blanc plus ou moins déglinguées. Puis le jeune homme s'engage dans un escalier étroit. Freddy veut le suivre, mais en levant le pied droit pour gravir la première marche, il perd l'équilibre et se rattrape de justesse au jeune homme qui manque de tomber à son tour. « Il y a pas de mal, monsieur, vous inquiétez pas, je vous suis. Ça va aller maintenant, vous cassez pas la tête. » Le jeune homme ouvre la seconde porte sur le côté droit d'un couloir mal éclairé, passe la main à l'intérieur et allume. D'un regard rapide, Freddy inspecte la pièce. Une porte fermée indique qu'il y a une autre pièce, la chambre sans doute, tandis que, de l'autre côté, un renfoncement est occupé par une petite cuisine. Il serait difficile de reconnaître une quelconque valeur ou un peu de caractère à l'ameublement. Par contre, l'odeur de la cire et les quelques plantes vertes en bonne santé attestent qu'il y a une présence féminine dans cet appartement. Ça n'est pas luxueux, évidemment, mais quand j'aurai signé cette affaire, je pourrai enfin acheter de nouveaux meubles. Le jeune homme montre la porte fermée. Il va falloir que vous ne fassiez pas de bruit parce que je ne voudrais pas réveiller ma femme, vous comprenez? Mais bien sûr que je comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Freddy dit cela en lui adressant un clin d'œil significatif. Puis, il sort la bouteille de sa poche et s'affale dans un fauteuil. Le jeune homme jette un coup d'œil à sa montre. Oh, je déteste avoir à courir comme ça, mais les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Je serai revenu d'ici une petite heure, le temps d'obtenir la signature de mon client, et je serai là. Sur le seuil de la porte, il s'arrête. Mettez-vous à votre aise et ne vous faites pas de soucis. Vous serez bien payé pour le temps que vous me consacrez. Une fois que le jeune homme s'est installé dans sa voiture, en toute sécurité, il arrache la moustache de ses lèvres, enlève la perruque blonde et les enfourne dans la boîte à gants. Il prend une profonde inspiration et laisse échapper un soupir de soulagement en mettant le moteur en marche. Son aventure avec Émilie n'a été au début qu'une agréable diversion à son mariage devenu monotone. L'ennui, c'est que cette fille, Émilie, n'a pas tardé à se révéler sotte et cupide, et que ses caprices et ses récriminations lui sont devenues insupportables. En effet, Émilie exigeait un appartement, des toilettes, de l'argent, faute de quoi elle irait tout raconter à sa femme. « Tu n'es qu'un raté !»
lui disait-elle sans arrêt. Voilà tout ce qu'il devait subir depuis des mois. Voilà ce qu'il ne pouvait plus supporter. Maintenant, après avoir trouvé le vieux pochard et après avoir imaginé un moyen de le faire attendre au bar, il a la possibilité de faire taire une fois pour toutes les menaces et les perpétuelles récriminations de cette fille. Et son temps a parfaitement été calculé. Dora, la fille qui partage le petit appartement avec Émilie, va rentrer de son travail dans un quart d'heure environ. Quand elle trouvera le vieil ivrogne dans la salle de séjour et découvrira le corps inerte d'Émilie sur son lit, c'est là que la police interviendra. Même si le vieux débris bafouille quelque chose à propos d'un homme dont les cheveux sont blonds et qui porte une petite moustache, la description ne mènera nulle part. Pour un individu si proche de l'état de clochardise, il vaut encore mieux être en prison que de continuer à traîner les rues pour le restant de ses jours, se dit le bon jeune homme. Une fois seul, Freddy attend jusqu'à ce que le bruit des pas dans l'escalier se soit éteint. Puis, il place la bouteille de whisky sur une petite table près de la chaise, se lève vivement et marche doucement vers la porte fermée sur le côté de la pièce. Il tourne le bouton silencieusement et pousse la porte pour l'entr'ouvrir légèrement. La lumière qui vient de derrière lui pénètre dans la petite chambre. « Oh, bon sang! C'est une sacrée belle plante. Et on dirait qu'il a du goût, ce jeune homme, mine de rien. Elle est jolie, cette fille. » dit Freddy en apercevant la jeune femme étendue sur le lit et, semble-t-il, plongée dans un profond sommeil. Freddy pousse un peu plus la porte et s'approche du lit sur la pointe des pieds. Il regarde la main gauche toute blanche de la femme. Elle ne porte ni alliance ni diamant, rien qu'une petite bague fantaisie qu'on trouve dans n'importe quel magasin d'accessoires de mode. Un rapide coup d'œil circulaire lui permet de vérifier qu'il n'y a aucun objet de valeur non plus dans la chambre. De retour dans la première pièce, Freddy pêche un portefeuille en croco dans sa poche et l'ouvre. Un petit sifflement s'échappe de ses lèvres minces, tandis que les doigts raides de sa main droite palpent une respectable liasse de billets. Il n'y a pas très longtemps, un jour que Freddy avait glissé sa main dans la poche d'un autre, le propriétaire de cette poche, un lourdeau dépourvu de tout humour, avait saisi ses doigts et les avait tordus sans pitié, endommageant à tout jamais les moyens d'existence de Freddy. Pourtant, même avec des doigts abîmés, il a été assez facile à Freddy d'extraire le portefeuille de la poche intérieure du jeune homme quand il a feint de perdre l'équilibre dans l'escalier. Dès qu'il a engagé la conversation avec le jeune homme dans le bar, il a repéré son portefeuille et il a espéré que l'occasion de le récupérer s'offrirait à lui. Freddy enfonce rapidement le portefeuille en croco dans la profonde sécurité de sa poche, reprend la bouteille sur la table et la cale soigneusement sous son bras. Il sort de l'appartement, referme la porte tout doucement et s'engage vers l'escalier. Mais là, soudain, il s'arrête. « Allons, Freddy. Ce jeune homme s'est montré très gentil avec toi. Il t'a rincé le gosier généreusement. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein? Et puis, pas n'importe quoi, hein? Du bon whisky, s'il vous plaît. Plus la bouteille achetée exprès, et puis il a proposé de te payer pour des leçons de magie. Vraiment, Freddy, ce jeune homme mérite pas que tu te montres ingrat. Hein? Allez, mon garçon, un bon geste. »
Freddy remonte les quelques marches qui le séparent de l'appartement, ouvre la serrure avec son passe-partout, sort le portefeuille en croco de sa poche, prend les billets de banque, mais laisse les cartes de crédit, le passeport et les autres papiers personnels. Puis, il essuie le portefeuille contre son revers de manche et le pousse du pied vers le seuil de la chambre. Dans 20 minutes environ, Dora, la fille qui partage l'appartement avec Emily, rentrera de son travail. Elle trouvera bien évidemment le corps inerte d'Emily et le portefeuille du jeune homme. Aussitôt, bien évidemment, elle alertera la police. Mais ça, Freddy l'ignore. Il ne sait qu'une chose, Freddy. Le jeune homme a été bien bon avec lui. Et Freddy le lui a bien rendu. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.